En fait, très souvent, la comparaison n'est pas utilisée par les gens pour essayer vraiment de comprendre le mouvement, mais pour dire quelque chose sur le mouvement. Quand les gens utilisent la comparaison avec la jacquerie, bien souvent, c'est pour déconsidérer le mouvement, c'est pour le rejeter dans l'archaïsme des révoltes d'Ancien Régime, des Jacques, hein, c'était un mépris pour les gens des campagnes. Donc c'est une comparaison qui est dévalorisante, très souvent. Ceux qui comparent avec le poujadisme, c'est souvent d'ailleurs des gens qui sont à gauche qui font cette comparaison, c'est pour renvoyer le mouvement dans les cordes de l'extrême droite. Donc c'est aussi un moyen de le dévaloriser. En revanche, ceux qui vont comparer avec la Révolution française cherchent à inscrire le mouvement des Gilets jaunes dans le grand roman de la Révolution française. Et donc là, c'est une comparaison qui est pour valoriser le mouvement. Donc en fait, ces comparaisons, elles disent beaucoup plus de ce que l'on veut dire du mouvement que de ce qu'il est véritablement. Pour prendre la jacquerie, par exemple. On part donc avec les jacqueries parce que dans les deux cas, c'est souvent des révoltes très rurales et qui sont antifiscales. Certes, mais très rurales dans un monde qui est rural à 80-85% et rural dans notre monde qui l'est beaucoup moins, ça ne veut pas dire du tout la même chose, la ruralité. D'autre part, la fiscalité sous l'Ancien Régime n'a rien à voir avec la fiscalité contemporaine. Donc les mouvements antifiscaux ne peuvent pas être de même nature quand ils s'opposent à une fiscalité qui est finalement beaucoup plus seigneuriale et ecclésiastique que royale, en nos jours, où c'est au contraire l'impôt, c'est l'État qui a le monopole de l'impôt, il est voté par l'Assemblée, donc par les représentants du peuple, il est donc censé être consenti et il est présenté comme justement réparti. Donc les comparaisons sont faussées par ça. En même temps, on peut tisser des fils et ces fils sont intéressants. Tous les gens qui ont travaillé sur les révoltes fiscales de l'Ancien Régime, qui visent donc plutôt les seigneurs et l'Église que l'impôt royal, même si ça peut arriver aussi, ils se rendent compte que ces révoltes explosent, par exemple contre la dîme, quand les curés ne font pas ce que l'on attend d'un magistère des âmes. Contre le seigneur, quand on considère que le seigneur ne protège plus assez bien ses paysans. Ce n'est donc pas du tout un hasard si maintenant, la dimension antifiscale s'exprime notamment dans des territoires qui ont vécu un retrait des services publics. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, finalement, entre l'impôt et les services qui doivent être rendus par ceux qui le perçoivent, le peuple n'a plus la sensation que l'équilibre est là. Et donc le retrait des services publics, écoles, postes, les hôpitaux, les maternités, ce qui est intensément vécu dans ces territoires qui vivent ce retrait important, explique la dimension qui n'est pas une dimension contre l'impôt, mais c'est contre un impôt dont on attend des services publics, parce que c'est à ça que ça sert l'impôt. La comparaison avec mai 68 est surtout revenue après le 1er décembre du fait de ces images de Paris et des avenues parisiennes avec ces voitures renversées, ces pavés qui jonchent le sol. C'est un visuel de mai 68 qui est revenu et on a mis en regard les fameuses images de la nuit des barricades avec les images de Paris le 1er décembre au soir ou le 2 décembre au matin. Sur le contenu, mai 68 et actuellement, c'est pas la même chose. Mai 68, c'est un mouvement étudiant jusqu'à la nuit des barricades et à la première grande journée de grève qui va entraîner ensuite la grève générale. Et après, c'est un mouvement ouvrier. Là, les étudiants sont pour l'instant à côté du mouvement des Gilets jaunes. Il y a en ce moment un mouvement étudiant, hein, mais c'est pas le cœur. Et pour l'instant, il n'y a pas de mouvement ouvrier. D'abord, c'est un objet défensif, la barricade. Elle permet au quartier de se défendre face à l'avancée des forces de l'ordre qui, à l'époque, sont des colonnes armées, qui avancent, qui pénètrent dans les quartiers. Et donc, il s'agit de bloquer le quartier par la barricade. Et les forces de l'ordre étant bloquées sont ensuite l'objet d'une pluie d'objets qu'on leur lance sur la tête, pots de chambre, chaises, etc. Et par ailleurs, sur les barricades, les gens leur tirent dessus quand ils ont le moyen de le faire. Mais donc, c'est un objet défensif, la barricade. Et par la suite, vu son importance, et parce que la Révolution de 1830 a été victorieuse, et que donc il y a eu toute une iconographie victorieuse autour de la barricade, elle va devenir l'emblème, le symbole de la Révolution. Et on va la retrouver par la suite, on va la retrouver dans toutes les émeutes, 1832, tout le quartier Saint-Marie se couvre de barricades, 1834, un peu moins en 1939 parce qu'elle est écrasée plus vite, donc 1848 en France, mais aussi
partout en Europe. Et c'est très intéressant parce qu'en Europe, on reprend la barricade et on reprend le savoir-faire français. Et par la suite, c'est toujours utilisé. Ça reste un objet défensif en 68 et là, d'une certaine façon aussi. Il s'agit de se protéger de l'avancée des forces de l'ordre. Cela étant dit, dans des avenues aussi larges, moi c'est ça que j'ai trouvé très intéressant, le territoire de l'émeute, de l'insurrection du 1er décembre dernier n'est absolument pas le territoire de l'émeute du 19e siècle. La logique d'une barricade, c'est d'obstruer une petite rue. C'est là qu'elle est efficace. On ne peut pas bloquer les Champs-Élysées et justement, on sait même que l'urbanisme haussmannien, il a été fait, on a creusé pour des raisons d'hygiénisme, d'esthétisme évidemment, mais aussi parce que c'est les boulevards du maintien de l'ordre, avec souvent à chaque bout d'un boulevard flanqué d'une caserne de la garde républicaine, et c'est des espaces où les forces de l'ordre peuvent entreposer leurs réserves, se reposer avant d'attaquer les quartiers insurgés. Et là, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que ce modèle qui vient donc effectivement des barricades des révolutions du 19e siècle, s'invite dans l'espace qui était l'espace de leur répression et ne se retrouve pas dans l'espace qui est normalement l'espace de la barricade, qui est la petite rue tortueuse. Alors les femmes ont toujours été présentes. Elles sont présentes pendant la Révolution française, elles sont présentes en 1830, en 1848, elles sont toujours là. Parfois, on les cantonne à des tâches un peu genrées. Effectivement, elles ne sont pas forcément debout sur les barricades, elles sont plutôt à l'arrière, à préparer les fusils, préparer les cartouches. À l'époque, elles ne sont pas préfaites, il faut les fabriquer, à soigner les blessés, mais il y a des femmes qui combattent. Et au fur et à mesure des révolutions, elles sont même de plus en plus présentes. Ce qui m'amuse, c'est cet étonnement réitéré à cette présence des femmes qui dit surtout leur invisibilisation permanente et l'oubli permanent de leur rôle dans toutes les mobilisations antérieures.